Fidèle au programme de la 7TV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité, les chiffres des finances publiques. Une mission du FMI a analysé les révisions des données budgétaires présentées par l'inspection générale des finances. L'institution a exhorté le gouvernement sénégalais à prendre des mesures pour assurer la viabilité de ses finances publiques, mais également placer la dette sur une trajectoire décroissante. Et on terminera avec du sport. Malick Ngom, c'est le nom du nouveau président du CNG de la lutte. Il a été installé officiellement ce matin. Celui qui était auparavant arbitre de lutte vient en remplacement de Birassen et hérite d'un secteur qui demande une réorganisation. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Les finances publiques, pour commencer donc, une équipe du FMI dirigée par Edouard Gemayel s'est penchée ces derniers jours sur les conclusions préliminaires du rapport de l'inspection générale des finances sur les finances publiques sénégalaises. Au terme de la mission hier, l'institution a recommandé au gouvernement de prendre des mesures audacieuses et rapides afin de garantir la durabilité de ses finances publiques, mais également réduire sa dette. Pour le Fonds monétaire international, il est essentiel que les autorités sénégalaises mettent en œuvre des mesures audacieuses et rapides pour assurer la viabilité des finances publiques et placer la dette publique sur une trajectoire décroissante. Le FMI estime que des actions stratégiques pour renforcer la mobilisation des recettes domestiques pourront favoriser la discipline budgétaire et renforcer la confiance dans la gouvernance publique au Sénégal. La loi de finances 2025 représente une occasion cruciale pour le gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur des réformes essentielles et de répondre aux défis structurels de longue date, signale Edouard Gemayel, chef de la mission, à travers le communiqué publié à l'issue du séjour effectué à Dakar du 9 au 16 octobre 2024. Le document précise que les actions à mener peuvent consister à rationaliser les exonérations fiscales, à éliminer progressivement les subventions énergétiques et les transferts non essentiels. De telles mesures peuvent permettre au Sénégal de jeter les bases d'un modèle de croissance plus inclusif, tiré par le secteur privé. D'après la même source, la mission de l'institution financière s'est essentiellement penchée sur les conclusions préliminaires du rapport de l'inspection générale des finances IGF sur les finances publiques sénégalaises. Elle avait pour objectif d'entamer l'évaluation des implications des révisions des données résultant de ce rapport pour les programmes soutenus par le FMI dans le passé et le programme de coopération que les deux parties sont en train de mettre en œuvre. Le personnel du FMI se félicite du rapport de l'IGF sur les finances publiques et de l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance solide et de la transparence budgétaire, soutient le communiqué qui rappelle aussi qu'en attendant la certification des conclusions de l'IGF par la Cour des comptes, le personnel du FMI continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes. Et puis, élection législative, le PASTEF se prépare activement. Sous la casquette de président du parti, Ousmane Sonko s'est adressé hier à ses militants et sympathisants. Il a demandé une forte mobilisation pour les prochaines élections pour, dit-il, obtenir une majorité confortable au niveau de l'hémicycle. Ainsi, a-t-il affirmé, il pourra dérouler son programme sans difficulté. Ousmane Sonko ramène ses troupes en perspective des élections législatives. Le président du PASTEF appelle les militants et sympathisants à un vote massif le 17 novembre prochain. Élection boobu nag dañu dëgmal muy élection bu am solo ndax sénégalais am nañ kóolute gu rëy a rëy si ñun te gëm naa ni bu doon benn la dem bu yokku na tey ndax bi ñu toogee ba léegi lañu taxawee sénégalais yi mooy wax leen dëgg ak jëf dëgg càmbar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi ba ak niñ ko yàqee. Après la présentation de son projet de société, le PASTEF souhaite une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour la matérialisation de leur vision Sénégal 2050. xam ngeen ni pour doxal dëgg il faut ñu téye lii nga xam ne mooy pouvoir législatif muy Assemblée nationale. ba loi bu ñu bëgg a wote mun koo wote waaye téye Assemblée nationale ba contrôle action gouvernementale ñu mun koo def. présenté nañ leen programme bu ambitieux
waaye programme bu réalisable bu dee Sénégal yëpp takk nañ seen digg nag ñu jublu ci liggéey te man gëm naa ni looloo am. Pour Ousmane Sonko, seule une majorité permettra de dérouler le programme. De plus, ça facilitera la reddition des comptes déjà enclenchée, avec notamment l'instauration d'une haute cour de justice. Toutes les conséquences seront tirées. Tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à des affaires louches vont répondre. Voilà pourquoi nous tenons à avoir une majorité à l'Assemblée. Et vous savez très bien, seule la haute cour de justice peut aujourd'hui trancher avec certaines personnalités. Et pour avoir cette haute cour de justice, il nous faut cette majorité à l'Assemblée. Assemblée nationale moo koy taxawal. Le leader du PASTEF donne rendez-vous pour un giga-meeting le samedi 19 octobre et appelle à un levée de fonds pour le financement de leur campagne. À l'occasion de cette déclaration, toujours le Premier ministre s'est penché sur la situation à Bakel et Canel. Il dit apporter son soutien aux sinistrés. Il a alors annoncé l'enveloppe de 8 milliards de francs CFA déboursés par l'État du Sénégal pour réparer les dégâts causés par les inondations. Grâce aux efforts que nous avons consentis et à notre anticipation, nous avons réussi à réduire les difficultés. Vous pouvez vous-même le constater, personne ne dort dans les rues. Il y a des abris provisoires et l'armée nationale aussi a déployé de gros moyens pour aider ces populations. Et sur ce, je dois vraiment féliciter le chef de l'État. Ce vendredi et le samedi, il ira voir ces populations. Le féliciter également pour cette enveloppe de 8 milliards que le gouvernement vient de dégager juste pour venir au chevet de ces populations, pour qu'elles ne manquent de rien. C'est un phénomène naturel qu'on voit partout dans le monde. Maintenant, le plus important, c'est de voir les efforts que l'État fait pour aider ces populations, mais aussi surtout ces bonnes volontés-là qui prennent dans leur poche pour aider tout ce beau monde. La situation des populations des zones impactées par la crue du fleuve Sénégal et du barrage Manantali préoccupe la communauté soninké installée à Dakar. Face à l'ampleur des dégâts engendrés par les fortes inondations, la jeunesse soninké appelle le gouvernement à poser des actes concrets pour venir en aide aux populations sinistrées. Dans les départements de Bakel et de Kanel, des écoles, des édifices publics et des habitations sont submergés par les fortes inondations liées à la crue du fleuve Sénégal et aggravées par le lâchage du barrage de Manantali. Une situation désastreuse qui ne laisse pas indifférente la communauté soninké installée à Dakar. Donc aujourd'hui, la situation elle est très grave, elle est catastrophique. Des villages aujourd'hui entièrement pris par les eaux, des villages presque inexistants. Vous verrez tout le monde aujourd'hui se refuser, soit sur des terrasses ou bien sortir vers les villages environnants en attendant que ces villages-là aussi soient submergés par les eaux. Selon ces jeunes, cette catastrophe pourrait être lourde de conséquences si rien n'est fait. Comme l'a dit au niveau de Manantali, que c'est la saison jusqu'à vendredi, cela ne pourrait pas arrêter. Donc ce qui veut dire si ça ne s'arrête pas, alors le fleuve continuera aujourd'hui à faire ravage auprès de chez nous. Qui voit chaque jour des dégâts s'augmenter. Et hier, vous avez entendu la sécession du pont de Dembankani, qui était au moins aujourd'hui notre seul espoir, qui nous permettait d'envoyer les vivres qu'on quittait à partir de Dakar et des organisations que nous faisions à partir de Dakar pour aller secourir nos parents. Le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une délégation de responsables gouvernementaux, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Mais la jeunesse soninké attend plus du chef de l'État et de son gouvernement. Nous déplorons et nous regrettons du fait qu'aujourd'hui, l'État s'est déplacé face à des populations sinistrées, très fatiguées et sans aucun espoir les mains vides. Nous n'avions pas besoin de discours. L'heure n'est pas à la parole, mais plutôt l'heure est à l'action. Selon les autorités, ce phénomène est lié au changement climatique avec des débits d'eau jamais enregistrés depuis 1961. Toujours sur la problématique des crues du fleuve Sénégal, Gambie et leurs affluents également abordés hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a mis en avant la nécessité d'actualiser les plans de prévention et de résilience contre les risques de catastrophes naturelles. Il a exprimé la compassion de la nation aux populations sinistrées et demandé au gouvernement d'intensifier la mise en œuvre du plan d'urgence, de riposte et de secours, ainsi que la préservation des cultures, du bétail et des différentes activités économiques des zones touchées au regard
des dégâts importants constatés et des risques de récurrence du phénomène lié au changement climatique. Le chef de l'État a alors indiqué au gouvernement la nécessité d'actualiser les dispositifs nationaux de protection civile adaptés. Le chef de l'État a alors appelé sa visite dans la région de Kédougou les 18 et 19 octobre pour visiter les sinistrés le long de la Falémé. Et puis Conseil des ministres, toujours des questions de finances et d'économie ont également fait partie de l'ordre du jour de la réunion. Pour la question des finances publiques, le chef de l'État a demandé au gouvernement, sur la base de l'audit des finances publiques effectué, de poursuivre les efforts d'assainissement du train de vie de l'État ainsi que la consolidation budgétaire engagée afin d'améliorer significativement les marges de manœuvre des pouvoirs publics dans le cadre de la valorisation des filières et secteurs créateurs d'emplois. Il a demandé au gouvernement de proposer une politique nationale de l'emploi conforme aux objectifs de la vision Sénégal 2050 et de veiller au suivi permanent des entreprises publiques et privées en difficulté afin, dit-il, de préserver le tissu économique et l'emploi. Et puis, pour ce qui est de la journée mondiale de l'alimentation célébrée hier, ça a été l'occasion pour le chef de l'État d'insister sur l'impératif d'asseoir une souveraineté alimentaire à travers justement l'accélération de la mise en œuvre d'une politique agricole rénovée et ambitieuse. Justement, journée mondiale de l'alimentation, une alimentation de qualité pour tous aujourd'hui et demain. Ça a été le thème de la célébration cette année. Dans la réalité, pourtant, la quantité a un ascendant sur la qualité en raison du coût de la vie. Nombreux sont ces citoyens à ne plus assurer les 3 repas quotidiens. Reportage de Martiam. Je mange quantité et qualité. Bon, moi, je mange la viande et le poulet surtout. Et le poisson. Les habitudes alimentaires de cet homme sont quasiment les mêmes. En contraste pour les autres qui accusent dernièrement le coût. Assurer les 3 repas quotidiens relève d'un sacré exploit au vu de la situation actuelle. Les pères de famille souffrent sous le régime de Macky Sall. Au moins, on arrivait à joindre les 2 bouts. Mais maintenant, on n'arrive plus à assurer les 3 repas. Trouvé devant chez lui, cet homme préfère témoigner sous couvert de l'anonymat. Pour lui, ça va de mal en pire. Avec la diminution du pouvoir d'achat des Sénégalais, les Sénégalais ne mangent plus en matière de qualité. On essaie de nous débrouiller. Non, les 3 repas, ça, on les assure plus. On se dit la vérité. On les assure. Oui, on essaie les 3 repas. On essaie peut-être. Il y en a qui te prennent le petit déjeuner à 11h ou midi, ils sortent le déjeuner. Une réalité du moment qui impacte sur la vente de repas. Aïssatou Dia, installée à la rue 34 angle 45 de la Médina, est dans la restauration depuis 2002. Petit à petit, sa clientèle change de menu pour le petit déjeuner. Seules les boissons chaudes trouvent preneur. Le reste c'est cher, disent-ils. Les gens préfèrent se rabattre sur ce qui est le plus accessible à leur bourse. La quantité par-dessus la qualité, un risque trop gros pour la santé. D'où le plaidoyer pour un changement de paradigme. Tout est créer un déficit sur ce organisme. Qu'ils mettent de côté les autres et se penchent sur la régulation du coût de la vie. Il leur faut revenir à l'agriculture et aux cultures vivrières. Cela peut aider à améliorer la qualité de la vie. Une alimentation de qualité pour tous, aujourd'hui et demain, c'est le thème de cette année. Pour nos intervenants, l'apparence d'aujourd'hui laisse présager des lendemains très sombres pour la sécurité alimentaire. Et puis déclaration de naissance et lutte contre la pauvreté, c'était le thème de la rencontre de sensibilisation sur l'importance de l'identité légale organisée par la mairie de Grand-Yoff par l'ONG ATD Carmande. La non-inscription à l'état civil enfonce davantage dans la misère les familles fragiles. Des parents invités à cette rencontre ont ainsi témoigné des difficultés qu'ils rencontrent souvent pour obtenir ce papier administratif. Selon un rapport de l'UNICEF datant de 2019, au Sénégal, un enfant sur 5 n'est pas enregistré à l'état civil et est ainsi privé de son droit fondamental à une identité. Une situation qui perturbe sa vie et affecte son développement socio-économique. Quand on n'est pas enregistré, on ne bénéficie pas de beaucoup d'avantages. Par exemple, les prestations sociales. Tu ne seras pas enregistré dans un emploi légal déjà.
Tu peux être suspect d'une cible facile aussi pour des employeurs scrupuleux. Voilà, ça a quelque chose à voir avec la pauvreté. La déclaration de naissance constitue en tout cas l'acte d'abord premier par rapport aux droits de l'enfant. Identité juridique garantie est une condition préalable pour que les personnes les plus exclues puissent accéder à leurs droits et construire des sociétés pacifiques et inclusives. Mais dans certaines localités, les parents éprouvent d'énormes difficultés pour obtenir les documents administratifs. Mais là, on est parti de matin au soir pour avoir un papier, mais il n'y a pas. Même on a payé des gens pour on nous recesse notre papier de notre copine ou bien notre copain, mais il n'y a pas. La reconnaissance officielle est le premier pas vers le respect de la dignité humaine. Cela signifie que posséder un document prouvant son existence permet à la personne de jouir de ses droits sociaux, culturels et économiques et d'être reconnue par la société. Parlons à présent de gestion et transformation des déchets. La Gambie prend exemple du Sénégal. Les deux pays ont ainsi signé une convention afin d'échanger davantage sur la question, alors que la Gambie peine dans la gestion de ses déchets. Vous savez, ici, au niveau de la Gambie, la gestion des ordures reste problématique. Nous avons, c'est vrai, des difficultés. Nous savons que la Sonaged a pu au moins faire ses preuves au niveau du Sénégal. Pourquoi pas nous? On peut vraiment s'appuyer de cet exemple pour au moins procéder à un changement de paradigme. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici. Oui, nous avons l'immense plaisir de faire le déplacement ici en Gambie pour discuter avec nos voisins de la gestion des ordures. Je crois bien que ce qui est idoine, c'est de trouver ensemble des solutions et aussi puiser dans l'exemple du Sénégal. Il ne s'agit pas de signer puis repartir. Il est nécessaire de traduire en acte ce que nous venons de signer. En sport, le comité national de gestion de la lutte sénégalaise a un nouveau président en la personne de Malick Ngom. L'arbitre de lutte remplace Birassène à la tête du CNG. Désormais, il a en charge un secteur dans une vive polémique qui a surtout besoin d'être réorganisé avant de passer à une fédération. C'est le nouveau visage du comité national de gestion de la lutte sénégalaise. L'arbitre de lutte Malick Ngom a été nommé président du CNG en remplacement de Birassène, dont le mandat est arrivé à terme. La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khadija Gaye, avait rencontré les acteurs de la lutte jeudi dernier pour s'entretenir avec eux sur les modalités de désignation des membres du bureau du CNG. L'autorité avait alors demandé aux acteurs au cours de cette rencontre de lui proposer 3 candidats, parmi lesquels le nouveau président du comité national de gestion allait être choisi. Plusieurs personnalités du monde de la lutte avaient fait acte de candidature. Le communicateur traditionnel Bekay Mbaye et l'ancien lutteur Mohamed Ndaw Tyson étaient tous candidats. L'association de lutteurs en activité dirigée par Ibrahima John d'Igri Bordeaux soutenait la candidature de Malick Ngom qui a remplacé Birassène. Désormais porté à la tête du comité, il sera chargé de réguler un secteur très secoué par de vives polémiques. Malick Ngom est à ce jour chargé de mener la lutte vers une fédération. Mais d'abord, l'urgence pour lui est de réorganiser, mais surtout de faire mieux que son prédécesseur Birassène qui a énormément réformé la lutte. Le nouveau président du CNG va exercer un mandat d'une année assorti d'une convention d'objectifs, selon la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Une évaluation de ce mandat sera faite, ce qui permettra au ministère de le reconduire à son poste ou de procéder à son remplacement, avait dit Khadija Gaye. Et pour terminer très rapidement, l'actualité à l'international qui nous emmène en Centrafrique tout d'abord, où des soldats de la MINUSCA sont accusés de viol et d'abus sexuels en Moyen-Orient, où Israël subit les sanctions de l'ONU pour avoir refusé la distribution d'aide humanitaire à des Gazaouis en Albanie pour terminer, qui entame sa procédure de candidature à l'Union européenne. En Centrafrique, la MINUSCA est accusée de viol et d'agression sexuelle, selon une enquête.
Les forces onusiennes avaient déjà été accusées en 2015 d'abus sexuels dans le même pays et des mesures de prévention ont été prises. Mais le phénomène demeure, selon une enquête en partenariat avec l'ONG The New Humanitarian, publiée au journal Le Monde mercredi. Des actes d'abus graves et de viol des soldats y sont révélés. Israël refuse des distributions d'aide dans le nord de Gaza depuis 2 semaines, dénonce l'ONU. Sur la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi 16 octobre pour évoquer la situation des déplacés gazaouis du nord du territoire. L'ONU fait état d'une restriction d'aide humanitaire orchestrée par Israël à hauteur de 85%. Ainsi, Washington a menacé de suspendre une partie de son aide à Israël si la situation ne s'améliore pas. L'Albanie veut à son tour intégrer l'Union européenne. C'est ce mercredi que le pays des Aigles a ouvert son premier chapitre de négociation. L'affaire n'est pas gagnée d'avance puisque le pays a beaucoup de chemin à faire dans certains domaines cruciaux, tels que la liberté de la presse, la liberté d'expression, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre la corruption et l'indépendance de la justice. Cependant, Tirana a un atout majeur, celui de l'enthousiasme de 90% de la population à intégrer l'UE. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux parus ce jeudi qui font état de la situation catastrophique à Bakel et qui se trouvent dans une situation d'urgence humanitaire. L'observateur note qu'avec les inondations, c'est la détresse à Bakel à la suite des débordements du fleuve Sénégal, ce qui a plongé ce département dans une situation d'urgence humanitaire. Les écoles transformées en abri, une urgence à Bakel, titre le journal. Avec cette immersion au cœur des inondations, avec les mairies de Balou et Diawara, plus de 35 000 personnes coupées du reste du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce une enveloppe de 8 milliards. Réumi quotidien sur la même situation décrit que les populations en situation de catastrophe. À Bakel, des villages restés 3 jours sans eau ni électricité. La jeune Soninké dénonce l'inertie des autorités, mais Diomaye lui va s'y rendre les 18 et 19 octobre prochains. Dans le journal LAS, on y fait état des décisions prises par Diomaye en ce sens et l'État dégage 8 milliards pour les sinistrés. Missira, les villages de Sakal et de Badi, complètement coupés du reste du monde. Le chef de l'État, après avoir fait part de la compassion de la nation envers les populations sinistrées, a demandé l'intensification de la mise en œuvre du plan d'urgence de riposte et de secours. Pendant ce temps, la situation sociale du pays est en ébullition, constate Walf Quotidien qui décrète la fin de l'état d'urgence par le duo Ousmane Sonko-Diomaye, le chef de l'État et le Premier ministre. Le monde socio-professionnel est en passe de renouer avec les contestations. Après un temps d'accalmie, plusieurs syndicats annoncent la fin de l'état de grâce avec des mouvements d'humeur, ajoute le journal. Ce qui est alarmant, c'est la situation économique du pays. Le quotidien souligne que le FMI reste pessimiste. Les tensions accrues dans l'exécution du budget, les dépenses élevées, le déficit budgétaire devrait passer de 7,5% du produit intérieur brut. Selon Source A, l'état des finances publiques continue de préoccuper les bailleurs. Sur les résultats de l'évaluation des fonds monétaires international relative au compte public du Sénégal, le FMI confirme le gouvernement au sujet de la situation catastrophique des finances publiques. Sur ce journal, une mission de l'institution financière internationale a conclu que le déficit budgétaire et la dette publique du Sénégal étaient estimés comme étant nettement plus élevés, ce qui était indiqué précédemment dans les lois de finances de règlement. Sud Quotidien souligne dépêché en urgence à Dakar du 9 au 16 octobre pour examiner le rapport de l'inspection générale des finances, ce qui révèle que le déficit budgétaire et la dette publique sont bien plus qu'élevés que les estimations fournies par les autorités sortantes pour la période 2019-2023. Baisse le jour écrit qu'en raison de cette situation, préconise des mesures audacieuses pour la viabilité des finances publiques au regard de l'environnement difficile et des signes de tension accrus dans l'exécution du budget. Vox Populi, lui, s'est intéressé à la campagne de levée de fonds que le PASTEF, le parti au pouvoir, a décidé de lancer pour financer sa campagne en vue des élections législatives du 17 novembre prochain. Une grande collecte de fonds qui sera ponctuée par un méga meeting. Selon le quotidien Les Échos, les ministres, les directeurs généraux, les membres du PASTEF doivent cotiser 1 million de francs CFA. Les maires et les autres élus doivent participer en raison de 100 000 francs. Les jeunes du parti étant invités à offrir 1 000 francs chacun. En sport record, parlant de la qualification des Lions à la CAN 2025 au Maroc, mentionne à sa une que la colonne vertébrale a assuré et que le Sénégal fera face au Burkina en novembre pour la première place du groupe. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.